Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Market qui se tient tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, votre analyste dédié. Et le titre de la matinale aujourd'hui est l'or recherché par les opérateurs. Vous aurez en effet remarqué, ces dernières séances, nous avons parlé des indices qui allaient approcher de résistance et qui ont réagi sous ces résistances. Et parce que les indices étaient particulièrement complexes, je vous ai invité à regarder l'euro-dollar sur la zone des 1,1080, 1,11. Je vous ai invité à regarder l'or qui réagissait particulièrement bien sur la zone des 1200 dollars. Et il se trouve ce matin que les indices continuent de travailler des résistances, mais que l'euro et l'or, deux actifs dont nous avons parlé, eh bien, semblent vouloir redémarrer les tendances haussières de fond. On a l'euro qui a bien réagi, on a l'or qui a redémarré. Voilà, ça ce sont des actifs qui sont fortement en tendance, et alors que les marchés actuels sont un petit peu tumultueux et se cherchent, eh bien il convient peut-être d'aller sur des actifs qui sont un peu plus propres, un peu plus techniquement respectueux des supports, en tendance, car cela augmentera vos probabilités de réussite. Voilà, bonjour à tous, et donc nous allons pouvoir commencer cette matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions tout au long de cette émission. Comme tous les matins, je sais, je me répète, mais je vais vous parler des dernières news, des résultats d'entreprise, du calendrier économique, et puis bien sûr, nous regarderons les actifs qui nous intéressent sur la plateforme de CMC Market. Alors aujourd'hui, donc, les indices plafonnent sous résistance. Ils travaillent leur résistance. Vont-ils les passer ou non? Vont-ils le faire aujourd'hui? A priori, nous avons peu de catalyseurs, si ce n'est tout de même les chiffres d'inflation aux États-Unis cet après-midi. Nous allons voir cela dans quelques instants. Donc, les indices sont sous résistance, mais pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Nous verrons si cet après-midi, il y a un dépassement des résistances ou un reflux sous ces résistances. Cela nous donnera des indications pour la semaine prochaine. En tous les cas, comme je vous l'ai expliqué cette semaine, il faut laisser du temps au temps, il faut laisser le rebond technique se réaliser. Après 30% de baisse des indices, il est normal qu'un rebond technique se mette en place. Les plus agressifs, eux, peut-être vendent les résistances, mais comme vous avez vu, les résistances pour le moment cèdent une à une, jusqu'à ce qu'on arrive sur des résistances d'importance que l'on va voir dans quelques instants. Certains donc vendront les résistances, d'autres attendront gentiment qu'on reflue sous ces résistances, que les vendeurs sortent du bois, peut-être que de nouveaux catalyseurs négatifs arrivent, et alors peut-être que les velléités baissières réapparaîtront. Concernant le pétrole hier était à 31 dollars, il redescend un peu aujourd'hui. Le fait est que les spéculations sur des accords, pour l'instant, restent des spéculations et des rumeurs. Plus certains pays disent qu'ils vont amoindrir ou geler leur production, plus d'autres pays parlent d'augmentation de leur propre production, comme le Canada récemment ou bien encore l'Iran plus récemment. Et c'est ce qui fait que le pétrole n'arrive pas à rebondir nettement et reste pour l'instant dans un range horizontal entre 25 et 33 dollars. D'autre part, hier, nous avons eu les stocks de pétrole. Ils étaient un petit peu inférieurs aux attentes, mais ils étaient quand même positifs. Donc, il y a toujours du restockage aux États-Unis. Et cela veut donc bien dire que la demande n'est pas extrêmement forte. Les actifs libellés en dollars relancent leur tendance, donc je vous en parlais dès le début de ce webinaire. Sur l'euro-dollar, sur l'or, on a touché des supports. Ces supports sont réactifs et les tendances semblent redémarrer. Nous allons voir cela sur les graphiques dans quelques instants.
Et puis cet après-midi, on attend les chiffres d'inflation. Si vous avez suivi le communiqué du FOMC mercredi soir, vous aurez noté que la Fed sera désormais très regardante sur les chiffres d'inflation. Certains membres de la Fed, considérant l'inflation comme un petit peu trop basse, ils attendront que l'inflation montre des signes de force pour potentiellement remonter les taux. Cela signifie que si les chiffres d'inflation sont supérieurs aux attentes cet après-midi, cela plaidera pour une hausse de taux et donc pour une hausse du dollar, ce qui ferait baisser l'euro et baisser l'or. Au contraire, si les chiffres d'inflation sont en baisse, eh bien, cela veut dire que les États-Unis ne vont pas monter les taux de sitôt et cela pourrait booster l'or, l'euro-dollar et tous les actifs dénominés en dollars. Donc cet après-midi à 14h30 quand même, ce sera un chiffre d'importance. Côté entreprise, Vivendi, qui avait pris des parts dans Ubisoft et dans Gameloft, a lancé une OPA sur Gameloft. Le prix de l'OPA était proposé à 6 euros. Gameloft a ouvert ce matin à 6,40. C'est le prix en fait des 6 derniers mois. Alors voilà, c'est une bonne chose pour tous les actionnaires de Gameloft qui s'attendaient à une OPA. Ce que je trouve un petit peu dommage, si vous voulez, c'est que par rapport aux États-Unis, les OPA en France se font autour des cours des 6 derniers mois, alors qu'aux États-Unis, parfois, on a des primes de 20, 30 ou 40%. Donc voilà, c'est le fait que Vivendi lance une OPA sur Gameloft qui a boosté le titre Gameloft et qui bien évidemment a aussi eu un impact positif sur Ubisoft puisque Vivendi avait également pris des parts dans Ubisoft. Kering a publié ses résultats 2015 en baisse, mais prenait quand même quelques couleurs ce matin. Vallourec a publié une perte et reste pessimiste pour 2016, mais le titre était plus ou moins stable à l'ouverture. Valeo a changé de gouvernance et la nouvelle est plutôt bien accueillie. Le titre est en hausse ce matin. Et Renault, même chose, en hausse ce matin. Le titre a été relevé par l'agence de notation Moody's. Concernant les statistiques passées, hier on a eu des chiffres US qui étaient relativement en ligne avec les attentes. On a eu des stocks de pétrole inférieurs aux attentes mais toujours élevés. Et donc on a un pétrole qui est resté sous pression. Ce jour à 10h30, on aura les ventes au détail en Angleterre. Ça fera bouger très certainement la livre et le FTSE. À 14h30, les chiffres d'inflation aux USA, donc ce sera le catalyseur d'importance ce jour. Et puis à 16h, on aura la confiance des consommateurs US pour terminer le programme de la semaine. On va commencer par les indices et je ne vais pas faire long feu sur les indices. Je pense que vous avez bien compris dans quel schéma nous sommes. Nous avons un marché qui est baissier depuis la fin de l'année 2015. On a un CAC 40 qui évolue dans un canal baissier. Depuis une semaine, le CAC a réussi à passer de la borne basse de son canal à la borne haute de son canal. C'est donc pour le moment un rebond technique qui s'est mis en place. Si les cours arrivaient à s'extraire nettement à la hausse de ce canal et à casser les 4300 points, alors nous pourrions considérer que le CAC est sorti de tendance baissière. Qui dit sortie de tendance baissière dit que le CAC serait neutre, puisque quand on passe de baissier à autre chose, on passe à neutre avant de passer haussier. Et sur le très court terme, bien évidemment, si on arrive à dépasser la résistance, on continuera d'être haussier. Dans ces cas-là, vous pouvez cadrer la tendance en données 4 heures, vous zoomez sur votre graphique, vous pouvez prendre des outils de tendance, vous pouvez ainsi tracer une oblique sur le CAC qui passe par tous les plus bas des dernières séances. Tant que le CAC sera au-dessus de cette oblique, il sera haussier à court terme et pourra retrouver les 4280, voire les 4300. Au-dessus de 4300, une nouvelle vague haussière pourrait naître en direction des 4420-4470. A contrario, si le CAC devait casser les 4220-25 aujourd'hui, eh bien, il pourrait latéraliser et rester relativement neutre entre les bornes 4180 et 4300. Vous comprenez donc que nous avons une tendance baissière de fond en journalier et une tendance de court terme haussière en données 4 heures. Nous avons donc la confrontation de deux unités de temps ici dans la zone actuelle et il faut donc attendre
que le marché nous donne un signal, soit un signal de continuation haussière en direction des prochaines résistances, soit un signal de rupture de support de court terme, auquel cas les velléités baissières pourraient ressortir. Un vendeur agressif qui aurait vendu les 4270,80 hier pile poil sur la borne haute du canal aura eu soit la possibilité de prendre des gains, soit de sécuriser sa position. De ce fait, comme ça, si les indices doivent partir à la hausse, la personne qui aura vendu n'y laissera pas de plume. Quant aux acheteurs qui profitent potentiellement de la hausse des dernières séances, vous l'aurez compris, vous pouvez tracer une oblique de soutien sous les plus bas. Tant qu'on est au-dessus de 4220, c'est positif. Donc vous pouvez potentiellement remonter vos stops au fur et à mesure sous les supports. Comme ça, si à tout moment le marché se retourne à la baisse, eh bien vous aurez pu encaisser des gains. Voilà, et ce schéma tactique, vous pouvez le retrouver sur à peu près tous les indices. Sur le DAX, voilà le graphique. Donc le DAX était dans une tendance baissière. Hier, on a clôturé pile poil sur le niveau des 9450. Pourquoi est-ce que j'ai un niveau à 9450 ? Eh bien tout simplement parce que c'est le cours de clôture du plus bas du mois de septembre. Donc c'est-à-dire que cette zone de prix des 9400, 9500 correspond en fait au plus bas travaillé ici en cours de clôture et d'ouverture d'il y a 6 mois. C'est donc une zone tampon sous laquelle les risques baissiers peuvent réapparaître et au-dessus de laquelle un potentiel pourrait naître. Voilà, donc là le DAX nous a montré un point positif, c'est qu'il est passé du bas au haut de canal, c'est que malgré le fait qu'on soit arrivé sur résistance, les cours restent relativement neutres et tiennent bien. Ça laisse donc la porte ouverte à un scénario haussier comme à un scénario baissier, et la fin de séance du jour pourra nous donner plus d'indications à ce sujet. Concernant les indices américains, pour finir avec les indices, hier nous avons vu que le Dow Jones et le SP500, ici c'est le SP500, nous présentaient des figures en double bottom. Nous avons eu un test en janvier et un test en février de la zone des 1800-1820 sur le SP500. Nous avons donc une formation en double bottom. La règle technique d'un double bottom est que si la ligne de coût qui est ici, qui est tracé en diagonale par les plus hauts des dernières séances, de la séquence des 2 derniers mois ici. Donc la ligne de coût, si elle est dépassée, valide un double bottom et ouvre un potentiel haussier. Si on bloque sous la ligne de coût, eh bien la baisse peut reprendre à tout moment. Donc le SP500 nous donne exactement la même indication que les indices européens. La tendance de fond sur 2 mois est baissière. À court terme, les acheteurs ont pris la main et sont passés de support à résistance. Voyons si les acheteurs enfoncent le clou afin de faire perdurer le rebond. Aussi, au contraire, les vendeurs sortent de nouveau du bois, reprennent la main et font de nouveau chuter ces marchés. Scénario qui reste tout à fait possible et tangible étant donné les derniers développements macroéconomiques. Donc voilà pour les indices. Côté action, on va regarder les palmarès. Alors aujourd'hui, bien évidemment, à cause de résultats, vous avez encore des titres qui sont lourdement sanctionnés. Ingenico perd 14%. Vous souvenez-vous de BIC il y a 2 jours qui perdait 8%. Saft perd 7%. Technicolor, titre relativement spéculatif, moins 5%. Alors vous voyez que Technicolor était dans une tendance haussière puissante et depuis le début février, on a cassé cette tendance haussière puissante et donc depuis, les vendeurs ont pris la main. Il y a pas mal de titres qui sont sur cette configuration-là. BIC est sur cette configuration-là. Sartorius Steady est dans cette configuration-là. Zodiac était dans cette configuration-là il y a 6 mois. C'est comme de nombreux titres français qui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans parfois étaient dans des belles tendances haussières, mais ont cassé ces tendances haussières soit en fin d'année, soit en début d'année 2016. Et depuis, donc, les velléités baissières ont pris la main. On retrouve toujours dans les performances baissières Eramet, qui avait publié hier, qui a perdu 6% hier et qui continue d'être très faible. Hier, j'ai pris un peu de recul sur le graphique d'Eramet en données mensuelles sur 10 ans. Et il se trouve qu'en 2003, Eramet avait testé la zone des 13 euros.
Le titre est actuellement à 16 euros. Vous voyez que les 13 euros ne sont pas très loin. Nous allons donc voir dans les semaines à venir si le titre Eramet revient sur ses plus bas de 10-15 ans, les touche et y réagit ou non. Voilà, en tous les cas, Eramet va arriver dans une zone historique de prix et je souhaitais donc vous en alerter. Euh, Après, par rapport au palmarès haussier, donc Gameloft s'apprécie de 15% ce matin puisque Vivendi a proposé une OPA à 6 euros, étant donné que souvent quand il y a une OPA, eh bien, il y a une surenchère au niveau du prix. C'est pour ça que le titre ce matin a ouvert à 6,25 et pas à 6 euros. En fait, le titre Gameloft s'est aligné sur les plus hauts de ces 3 derniers mois. Euh, les opérateurs en fait partent du principe que Gameloft va faire en sorte que tous les actionnaires qui sont à l'achat depuis 6 mois réussissent à sortir au moins à zéro ou en gain. Et donc ce matin, le titre en ouvrant jusqu'à 6,50 a permis à tous ceux qui avaient acheté ces derniers mois soit de sortir à zéro, soit de sortir en gain. Ubisoft a pris 6% puisque Gameloft est recherché et Vivendi avait aussi pris des parts dans Ubisoft. Donc une OPA sur Ubisoft un jour n'est pas inconcevable. C'est ce qui a permis à Ubisoft de reprendre des couleurs. Valeo a publié ses résultats et s'apprécie de 4,5%. Regardez, je n'ai absolument pas touché à mon graphique de Valeo depuis plusieurs semaines. Vous voyez bien donc un cadrage baissier, un cadrage haussier, un cadrage baissier. Et vous voyez que Valeo, il y a une semaine, n'a pas réagi n'importe où. Le titre a réagi sur un niveau très clair qui date de 2014, 2015 et qui a été testé ici très proprement en 2016. Je vous conseille sur les actions souvent de prendre des graphiques hebdomadaires. En prenant un graphique hebdomadaire, d'un coup d'œil d'un seul, vous vous rendez compte que Valeo a réagi à 105 euros exactement sur sa zone de soutien testée en 2015 et ancienne résistance de 2014. Solocal, titre très spéculatif qui a perdu 40% ces derniers temps, rebondit un petit peu. Genfit est entouré car les rumeurs concernant une OPA sur Intercept, son concurrent américain, donc commencent à se faire sentir. Donc les spéculations vont bon train sur le titre. Et puis après, on a des petits rattrapages techniques sur d'autres titres. Il n'y a rien d'autre de spécial à voir. Je profite de répondre à la question de Olivier Castin qui me dit: est-ce qu'un Brexit entraînerait une baisse durable ou une panique momentanée? Alors, Olivier, concernant le Brexit, donc une possible sortie de la Grande-Bretagne, eh bien, mon avis personnel, si vous me le demandez, c'est que ça ne sortira pas. Les sondages donnent 30-35% de possibilité de Brexit. Je pense que c'est une source de déstabilisation, que ça pèse potentiellement sur le FTSE, que ça pèse depuis plusieurs semaines sur la livre, a priori, car en fait, c'est pas que les opérateurs plaident pour l'un ou l'autre des scénarios, mais à partir du moment où vous avez un potentiel référendum, à partir du moment où il va y avoir de l'incertitude et de l'indécision, eh bien les opérateurs ne veulent pas prendre de risques et ça peut donc peser sur la livre, sur le FTSE momentanément. Si à un moment la probabilité d'un Brexit augmente fortement, ça pourrait déstabiliser les marchés. Pour le moment, je pense que c'est un facteur qui a été pris en compte, qui est plus ou moins pricé par les marchés, et tant que la probabilité de Brexit n'augmente pas nettement, eh bien, cela reste pas quelque chose de très déstabilisant. Voilà. Alors sur les matières premières, donc comme je vous le disais, le pétrole a un petit peu de mal. Je vais regarder comme d'habitude le pétrole WTI. Donc le WTI, le voici. Comme on l'a vu hier, le WTI a donné des signes de reprise suite aux différentes spéculations sur un accord entre les pays producteurs. Il a réussi difficilement à s'extraire de son canal hier. Avant-hier, avec les stocks hier, on est un petit peu redescendu et là on est pile poil posé au-dessus des $30 et on est relativement neutre.
Le bon point, si vous voulez, un petit peu comme sur le CAC, c'est qu'on était fortement baissier et qu'à court terme, on devient neutre. Et devenir neutre, ça laisse la porte ouverte soit à un repli, soit à une hausse en direction des résistances. En tous les cas, le scénario baissier n'est plus le seul scénario envisageable. Donc, pour l'instant, le WTI est complètement neutre. Je fais très attention au scénario d'achat. Autant quand ici on a un chandelier en marteau et puis on a une formation en étoile du matin, c'est un signe de rebond potentiel. Autant quand ici on arrive avec difficulté à s'extraire du canal, que la cassure n'est pas nette et qu'avec les stocks les prix n'arrivent pas à accélérer, eh bien je reste très prudent sur un potentiel haussier de court terme sur le WTI. Il peut tout aussi bien casser les 30 dollars et repartir à la baisse si les indices devaient également repartir à la baisse. Concernant le riz, je vous le dis et vous le répète, surveillez-le. Pour ceux qui sont intéressés pour des trades de moyen terme sur les matières premières, si le riz arrive à casser la zone des 11, 11, 10, eh bien il pourrait accélérer fortement. Le riz peut rester parfois pendant 10 jours sans rien faire, mais vous voyez aussi que parfois il y a une séance où il décale très fortement de 3, 4, 5, voire 6%. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette stratégie, soyez sur le qui-vive. Concernant le blé, il continue de tenir la zone des 460 dollars le boisseau. Donc pour ceux qui sont en position, bien pour l'instant, vous êtes acheteur du support. Pour ceux qui attendent un peu plus de velléité haussière, vous attendrez potentiellement la cassure des plus hauts récents à 470 dollars. Concernant le gaz, tout comme le pétrole, continue de baisser, continue d'être sous pression. Le gaz arrive ici à proximité de la borne de son canal, de son ancien canal baissier. Le gaz reste sous pression, les stocks sont élevés, l'hiver n'est pas rude, donc je préfère, si vous voulez, attendre que potentiellement les cours réagissent et commencent à repartir à la hausse plutôt que d'acheter un couteau qui semble tomber depuis maintenant 10 séances. Donc une fois, deux fois sur le canal, il y a eu des réactions. Peut-être qu'on en aura une troisième fois, mais je préfère attendre une réaction positive avant d'anticiper un tel scénario. Et puis bien évidemment, on va parler de l'or. L'or, donc à moyen terme, en données hebdomadaires, on était dans une tendance baissière forte. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est qu'on a réussi à s'extraire d'un canal baissier dans lequel on était. On a donné des bons signes de velléité haussière et en données journalières, on est dans une belle tendance haussière. Donc vous voyez, contrairement aux indices, l'or est en tendance. Et l'or donc avait fortement accéléré au-dessus de 1200 dollars. Je pense qu'il y avait eu des fortes spéculations et puis il y a beaucoup de stops qui ont dû passer au-dessus de la zone des 1190-1200 dollars. Donc c'est ça qui avait créé une accélération. En bourse, souvent les excès sont corrigés par des excès. Donc qui dit excès haussier dit que le repli a été aussi assez violent. Ces dernières séances, nous avons vu ensemble que si les indices étaient sous résistance et que les vendeurs pouvaient se manifester, l'or pourrait de nouveau être recherché. L'or n'a pas attendu que les indices repartent à la baisse. Il lui a suffi que les vendeurs se montrent sous résistance pour donner du baume au cœur aux investisseurs sur l'or, que les cours redémarrent fortement d'hier entre 1200 et 1240. Aujourd'hui, on stabilise, mais en tous les cas, on voit bien que la zone des 1190-1200 a été validée désormais comme un support. Et donc, même si on pourrait consolider un petit peu, en théorie, la tendance est haussière et pourrait reprendre ses droits à tout moment. Et si vous voulez, à moyen terme, si le dollar devait baisser, scénario que je vous explique depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien l'or pourrait très bien rejoindre les 1300, voire les 1400 dollars dans les 6 à 12 mois. Si bien évidemment les chiffres américains se détériorent et que la Fed continue d'écarter petit à petit des hausses de taux. Donc voilà, pour ceux qui sont acheteurs de l'or entre 1190 et 1200, eh bien le marché vous a donné raison. Vous pouvez peut-être sécuriser vos positions et on verra si la hausse perdure. Mais en tous les cas, la tendance est là et donc augmente les probabilités de décalage haussier. Et puis on va finir avec les devises. Et sur les devises, principalement, c'est la paire euro-dollar dont je vais vous parler.
Donc vous aurez bien compris cette semaine que j'invoquais la patience et la prudence, ne pas vendre les indices trop tôt, vous diversifier, peut-être aller voir d'autres actifs. Donc voilà l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, ici, on a eu un signal haussier fort, une consolidation pendant 2 mois, une sortie violente à la hausse, on a rejoint la zone de résistance des 1,14 et les cours se sont mis à refluer. Si les indices cet après-midi vont casser les résistances et s'apprécient fortement, alors l'euro-dollar pourrait continuer de glisser. Les anciens plus hauts annuels en cours de clôture se trouvent à 1,1030 et puis à 1,10 on a un seuil psychologique. De toute façon, pour moi, l'euro-dollar, tant qu'il est au-dessus des 1,0970 indices, c'est-à-dire les plus hauts de fin décembre et de tout le mois de janvier, eh bien, il peut, comme je vous l'ai expliqué hier, soit s'arrêter au premier support et rebondir, soit aller un peu plus bas puis rebondir. Mais il y a de très grandes chances que l'euro-dollar soit à un moment de nouveau recherché, puisque le dollar américain pourrait être sous pression. Donc on verra cet après-midi avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Si ces chiffres entraînent des pressions sur le dollar et que l'euro-dollar accélère au-dessus des 1,1140, on devrait avoir un beau chandelier haussier vert et donc un nouveau signal haussier de relance de la tendance, un petit peu en fait comme sur l'or. Si au contraire cet après-midi l'euro-dollar enfonce sa MM20 jours, voire casse les plus bas d'hier, alors on mettra ce scénario haussier de côté en attendant une réaction tangible, soit sur les indices 80, soit sur les indices 50, soit sur la zone des 1,0970 indices. Mais les indices étant sous résistance, l'or étant reparti, le dollar étant toujours sous pression, un redémarrage haussier à tout moment sur l'euro-dollar ne serait guère étonnant. Autre paire dont on peut parler, l'USD-Yen. On avait vu ensemble donc que l'USD-Yen était le baromètre du risque. Il y avait une possibilité selon laquelle l'USD-Yen allait continuer de rebondir vers 116, auquel cas les indices auraient filé droit à la hausse. Les indices ont buté sous résistance, l'USD-Yen n'a pas réussi à s'apprécier de nouveau et donc la paire USD-Yen repart vers le sud et les indices, eux, plutôt que de monter, se stabilisent à plat et n'arrivent pas à monter beaucoup plus. Et puis, dernière paire dont on peut parler, l'AUD-USD. On a vu hier que l'AUD restait sous pression à cause des derniers chiffres économiques. Et vous voyez donc que l'AUD reste sous pression et reste en fait bloqué sous l'ancienne borne d'un triangle. Les cours étaient dans un triangle, ils s'en sont échappés à la baisse. Et puis là, les cours reviennent taper contre ce triangle. Si les cours arrivaient à recasser les 0,72 et à réintégrer nettement le triangle, alors les acheteurs prendraient la main et puis on pourrait viser les résistances suivantes à 0,7380 et 0,75. Tant que les cours bloqueront sous les 0,72, la baisse peut reprendre à tout moment. Mais on voit bien qu'il y a un changement d'état d'esprit sur l'AUD. L'AUD était jusqu'ici fortement baissier et maintenant, depuis un mois, on a des velléités haussières qui se mettent en place. Ces velléités haussières, on les retrouve sur l'euro, on les retrouve sur l'AUD, on les retrouve sur l'or. Et toutes ces velléités haussières sur ces différentes paires ou actifs dénominés en dollars viennent du fait que la hausse du dollar n'est plus un facteur certain sur les marchés boursiers, car le dollar est monté pendant 2 ans grâce aux spéculations sur l'économie américaine, sa solidité et ses chiffres économiques. Et comme vous avez pu le constater, depuis maintenant quelques semaines, les opérateurs ont bien compris que les chiffres américains n'étaient plus aussi bons, que les résultats d'entreprise seraient en baisse en 2016, que les hausses de taux ne seraient pas forcément légitimes et donc que le dollar ne s'apprécierait pas fortement beaucoup plus. Voilà donc où nous en sommes. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous allons voir si les indices continuent de grimper, auquel cas il ne faut pas se mettre en face, ou bien si enfin les vendeurs sortent du bois, auquel cas tous ceux qui attendent patiemment de passer à la vente pourront potentiellement le faire. N'oubliez pas de continuer donc de chercher d'autres actifs, de vous diversifier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'une dernière paire dont je vous ai parlé hier, c'est l'euro AUD. Et je finirai là-dessus.
Donc l'euro AUD, je vous ai montré ce canal haussier hier. On a vu que la borne à 1,55 avait tenu hier. Aujourd'hui, ce matin, elle a été retestée à 1,5520. On a un euro en fait qui tient son support. On a un AUD qui reste un petit peu plus sous pression. Et donc on a un euro AUD qui tient son niveau. Et si l'euro AUD réussit à tenir la zone des 1,55 et à dépasser les 1,57 résistance du jour et résistance datant d'il y a quelques séances, alors on pourrait avoir un redémarrage haussier dans le canal haussier de cette paire. En tous les cas, le niveau d'invalidation est clair. Si on casse les 1,5480, 1,55 plus bas des dernières séances, les velléités haussières seront à mettre de côté. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir été présent pour cette matinale. J'espère avoir été clair. J'espère au quotidien vous apporter des informations pour vous aider à trader, à déceler des opportunités, à être parfois un peu plus prudent que de mesure. Mais je pense que nous sommes dans des marchés tumultueux qui parfois vont être source d'opportunités, parfois source de volatilité et donc assez dangereux. Je suis donc là pour faire mon maximum afin que vous soyez prudent, patient, méticuleux et j'espère que cela vous plaît. Je remercie tous ceux qui sont présents tous les matins pour la matinale. Merci à tous pour votre présence, vos remerciements, vos questions. Et je remercie également ceux qui écoutent l'enregistrement de la matinale. Cette émission a débuté il y a tout juste 2 mois et demi, 3 mois. Au début, on avait une centaine de vues par vidéo. Maintenant, on en a 250. Les chiffres montent tous les jours. Je vous remercie donc de diffuser cette émission, de la partager avec d'autres personnes si elle vous plaît. Et encore une fois, je vous remercie tous chaleureusement. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne séance, un bon trading, mais surtout un très bon week-end. Et on se retrouve lundi à 10h pour la matinale.